Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième saison d'Au-delà des préjugés, un balado porté par Diversité 02, un organisme communautaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la communauté LGBTQ+. Je suis Roxane Hébert, votre animatrice, et je suis heureuse de vous accompagner tout au long de ce balado pour explorer ensemble différents sujets qui touchent la communauté LGBTQ+. Nous aurons des invités inspirants, des histoires authentiques et nous créerons des espaces de partage et de dialogue. Que vous soyez des gens impliqués ou simplement intéressés à en apprendre davantage sur la diversité sexuelle et de genre, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Avertissement. Cet épisode contient des discussions sur des sujets sensibles qui pourraient heurter certaines personnes. L'écoute est recommandée à un public averti. Salut Léo! Salut! Hey, merci de prendre le temps d'être là avec nous aujourd'hui en studio. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment intéressant, en fait, qui fait beaucoup jaser en ce moment, qui est le sujet de la non-monogamie. Yes. Premièrement, j'aimerais ça peut-être que tu te présentes, c'est quoi ton parcours, tes pronoms, que tu me fasses un peu le portrait de qui tu es. Oui, mon nom, c'est Léonidas Girard-Laprise. J'utilise les pronoms il, yel, les accords masculins. Je suis agent de développement puis intervenant en sexologie chez Diversité 02. J'ai fait un baccalauréat en sexologie, ce qui fait que je suis quand même outillée là, pour venir répondre à tes questions aujourd'hui. Bien, c'est parfait. Moi, je te fais totalement confiance. Déjà, en partant, là, j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête. Premièrement, quand on parle de non-monogamie, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est, plus précisément? Qu'est-ce que c'est la non-monogamie? La non-monogamie, c'est un petit peu... pas l'art, mais la manière de se mettre en relation avec les autres, avec plusieurs personnes. Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on est souvent habitué à la monogamie dans notre société. Puis la monogamie, en fait, c'est d'avoir une relation amoureuse exclusivement avec une personne. Mm-hmm. Ça peut être aussi sexuel, mais exclusivement avec une personne. Puis la non-monogamie, en fait, c'est de se retirer de ce cadre-là. Fait que de avoir des relations avec plus d'une personne, que ce soit amoureux ou sexuel. Puis la non-monogamie, on peut avoir de la non-monogamie éthique, comme on peut avoir de la non-monogamie non éthique. Tu sais, admettons, quelqu'un qui trompe sa blonde. Ben ça serait théoriquement de la non-monogamie parce que la personne se met en relation avec plusieurs personnes en même temps, mais c'est pas éthique parce qu'on va aller dépasser des limites qui ont été mises en place dans les relations dans lesquelles on est. Tandis qu'on a la non-monogamie éthique, que là, on vient vraiment... avec les limites qu'on a dans notre relation, puis avec honnêteté, on va se mettre en relation avec plusieurs personnes. OK. Ben oui, puis nous, ce qu'on entend parler de plus en plus, c'est la non-monogamie éthique. Oui. Donc, une manière libre et éclairée, finalement, d'avoir des relations avec une des partenaires, mais de manière, plus ouverte, si on veut. Fait que dans le fond, est-ce que tu pourrais m'expliquer, parce que la non-monogamie, ce n'est pas nécessairement exclusivement LGBT, mais pourquoi c'est intéressant d'en parler, en fait, de la non-monogamie dans un balado qui parle de la communauté LGBTQ+. Ben, c'est que, dans le fond, la non-monogamie, plusieurs personnes qui vont faire la non-monogamie vont être des personnes LGBTQ+, mais pas seulement, mais la non-monogamie, c'est le fun de venir en parler dans un balado LGBTQ+, parce que c'est une remise en question d'une norme sexuelle, veux pas. Puis quand on parle des communautés LGBTQ+, des communautés queer, on parle de des communautés qui sont beaucoup dans la remise en question, puis dans la mise en question de tout ce qui est les normes attendues au niveau de la sexualité, au niveau de l'entrée en relation avec les autres. Donc, c'est pour cette raison-là que ça fait quand même sens de joindre les deux ensemble, là, parce que les deux tournent autour d'une remise en question d'une norme sexuelle. D'être un peu en dehors de la norme, je mets des guillemets, des standards qu'on attend des gens en général. La non-monogamie, c'est une manière de s'exclure un peu de ça ou de rester en dehors. Fait que c'est vrai que ça peut être intéressant d'en parler, là, considérant que les personnes LGBT sont souvent étiquetées là, socialement comme étant hors de la norme. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a différentes formes de non-monogamie? Est-ce qu'il y a différentes déclinaisons, si on veut? Absolument. OK. Ben, tu sais, comme on l'a déjà dit tantôt, déjà, il y a une déclinaison de monogamie éthique puis une monogamie non éthique. Tu sais, fait que là, on a déjà une première déclinaison. Mais si on va juste dans la monogamie éthique, la non-monogamie, éthique, ben, on est déjà dans plusieurs déclinaisons là, en dessous de ce grand chapeau-là. On peut avoir, par exemple, le couple ouvert, on peut avoir le polyamour, on peut avoir l'échangisme, on peut avoir plein d'autres types de déclinaisons. Puis l'important, en fait, c'est juste que chaque personne qui sont dans des relations de non-monogamie éthique, ben, c'est à elles-mêmes de mettre en place leurs propres limites puis leurs propres règlements qu'elles veulent respecter au sein même de leur relation, là.
OK. Tu as parlé de polyamour, tu as parlé de couple ouvert, tu as parlé... T'as-tu parlé de polygamie? Je sais qu'on entend beaucoup parler de polygamie aussi. Des fois, les gens vont comme avoir une confusion par rapport aux trois, ou en tout cas, à tous les termes qu'on peut adopter par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais me faire la distinction, par exemple, par rapport au polyamour, par rapport au couple ouvert, par rapport à la polygamie? Tu as parlé d'échangisme aussi. Absolument. Bien, on peut commencer en faisant une différenciation là, entre la polygamie puis le polyamour, parce qu'encore une fois, je pense que c'est les deux grands qu'on mêle beaucoup. Mm-hmm. La polygamie, souvent, il y a une connotation qui va être culturelle un peu plus avec ça. Ça va être plus en lien avec certains mouvements religieux ou dans certaines cultures. La polygamie, ça va souvent être un homme qui marie plusieurs femmes. OK. Fait que, tu sais, ça reste de la non-monogamie, mais ça va surtout être ça, la polygamie, en fait. Donc, il y a un aspect légal à ça, donc qui est vraiment rattaché au mariage? Bien, il y a un aspect, qui est beaucoup plus rattaché au mariage là, par rapport à ça, puis beaucoup plus attaché aussi à des traditions, je dirais. Ici, au Québec, Canada, est-ce que c'est légal, la polygamie? Pas légal ici, non. OK. Donc, une personne ici ne pourrait pas dire qu'il ou elle pratique la polygamie? Bien, ça pourrait être quelque chose que dans ses mœurs ou dans ses traditions, elle pratique, mais c'est pas reconnu légalement. OK, je comprends. Parfait. Puis le polyamour, ça va plus être d'être en relation amoureuse avec plusieurs personnes. Puis encore cette fois-là, dans le polyamour, il y a plusieurs manières de faire les choses. Donc, tout va dépendre là, des personnes. Tu sais, il y a des gens qui sont dans des relations polyfidèles, qu'on appelle, ou est-ce que ça pourrait être, par exemple, 3 personnes qui sont en relation ensemble, mais qui n'entrent pas en relation avec d'autres personnes. Est-ce qu'on parle d'un trouble à ce moment-là? Bien, ça pourrait être un trouble vu que c'est 3 personnes, excuse-moi, mais si on est avec 4 personnes, on pourrait parler d'un quatuor ou quelque chose comme ça, mais on reste dans la polyfidélité où est-ce que ces gens-là sont fidèles entre eux, puis qu'il n'y a pas de relation avec d'autres personnes. Mais sinon, il y a aussi le solo poly qu'on appelle, où est-ce que c'est une personne qui est seule, mais en relation avec d'autres personnes, mais qui ne va pas nécessairement former de couple principal ou qui ne va pas nécessairement former d'union de vie, mettons, avec ces personnes-là. Puis qu'est-ce que je veux dire par union de vie? C'est plus... cette personne-là va plus se prioriser elle-même dans ses unions, plus que prioriser les unions avec d'autres personnes dans sa vie. Je sais pas si ça fait du sens pour toi. Bien, ça fait du sens dans le sens où la personne ne voudra pas d'attache, on va dire, comme peut-être au niveau de la maison, au niveau de habiter avec quelqu'un. Il pourrait en avoir des attaches et tout, mais cette personne-là va, à la place de mettre un couple ou un lien avec une personne comme... hiérarchie, une forme de hiérarchie peut-être? Il y a moins de hiérarchie, on pourrait dire, mais c'est aussi que cette personne-là se met elle-même au top de cette hiérarchie-là avec les autres personnes. Fait qu'il y a vraiment une reconnaissance de l'individualisme de la personne dans ses relations, puis de dire, moi, je vais me mettre au premier plan, puis quand je serai disponible ou que j'aurai envie, on pourra partager des moments ensemble, mais qui va être comme plus central dans ce moment. Oui, c'est un peu ça. Parce que, tu sais, on est dans une société monogame où est-ce qu'on met beaucoup le couple puis l'union de 2 personnes à l'avant. Oui, vraiment. Fait que là, le solo poly remet en question un petit peu cette idée-là, tu sais, du couple puis de construire tout en couple en se disant, je vais construire des choses avec moi-même puis je vais joindre certaines personnes autour de moi au fur et à mesure, mais les projets vont être bâtis autour de qu'est-ce que moi je veux. Fait que le solo poly, ça va beaucoup toucher ça. Mais les raisons vont être différentes pour chaque personne aussi. Il faut dire que là, je généralise pour qu'on puisse en parler plus, là, mais il faut comprendre que les complexités de ces identifications-là sont différentes pour chaque personne. Ben c'est vraiment intéressant le parallèle que tu fais avec la valorisation de la monogamie, du couple monogame, parce que c'est vrai que ça l'a vraiment... Tu sais, il y a vraiment certains couples parfois que l'individu va devenir tellement effacé, puis ça va devenir le couple qui l'emporte, comme si on n'a plus nos intérêts individuels, qu'on doit tout faire ensemble. Fait que comme cette pensée-là, des fois, qui peut être fortement ancrée. Fait que ce que je comprends, c'est que le solo poly essaie de se distancer de cette pression-là, peut-être en se priorisant, mais ça fait pas que ces relations sont moins importantes. Exactement. OK. C'est exactement ça qu'il faut retirer, en fait, du solo poly. Là. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui accumule les relations, qui s'en fout. Pas nécessairement. Ça peut être quelqu'un qui accumule les relations, comme ça peut être quelqu'un qui a des relations qui sont super investies, qui sont super long terme. Ça dépend de la personne, en fait. Fait que c'est jamais tranché au C'est couteau. jamais tranché C'est ça qui est intéressant. Comme quoi, la nuance. Oui. Là. Ben, c'est surtout
c'est beaucoup ça quand on parle de diversité sexuelle, diversité de genre, puis qu'on parle de non-monogamie, c'est que oui, on a des grands termes pour en parler, on a des mots sur des réalités, mais il y a des zones grises, il y a des continuums. Les limites entre les différentes identités sont pas tranchées au couteau, en fait. C'est ça. Donc, c'est normal que ces limites-là soient floues, tu sais. Absolument. C'est correct. Puis qui changent à la limite, qu'on se dise une journée, moi, je suis solo poly, puis dans 2 mois, ben, la manière dont je m'identifie ou dont je caractérise mes relations est différente. T'sais. Oui, puis tu sais, l'important, je pense que c'est de s'écouter puis d'ouvrir la communication avec les autres. Là. Mais ça, on retombe dans les différentes sortes de non-monogamie. Tu sais, là, on a parlé beaucoup du polyamour, de la polygamie. Puis dans le polyamour, il y a encore plein d'autres termes qu'on pourrait aborder, mais on va aller vers d'autres configurations. Là. Il y a l'échangisme, par exemple. L'échangisme, souvent, ça va être un couple qui, dans la vie, vit des relations, tu sais, une relation qui semble être monogame, sauf que dans le cadre de relations sexuelles, ben, il va avoir des relations sexuelles avec d'autres couples ou avec d'autres personnes, par exemple. Fait que ça pourrait être l'échangisme. C'est plus vraiment lié à la sexualité qu'à l'aspect relationnel. Ben, souvent, amoureux. Oui. Puis sinon, ben, il y a comme plein d'autres manières d'être non monogame. Des fois, il y a des gens qui sont dans des couples monogames mais qui ont une règle que si tu dois partir en voyage de travail à plus de 500 km de la maison, ben là, t'as le droit. Ben ça serait une sorte de non-monogamie, veux pas, parce qu'on ouvre la relation à d'autres choses, mais avec des règlements puis avec des limites qui sont discutées entre les deux personnes. Puis sinon, ben, on a aussi le couple ouvert, qu'on entend beaucoup parler ces temps-ci. Puis le couple ouvert, on peut pas mettre de définition 100% claire dessus parce que chaque couple va avoir ses règlements, va avoir ses limites différentes, mais le couple ouvert, en fait, c'est une manière d'ouvrir son couple pour avoir des relations avec d'autres personnes, puis souvent, ça va être des relations sexuelles. Il y a certains couples qui vont plus mettre une limite par rapport à avoir des relations sexuelles, mais avec juste des relations d'un soir. Fait que tu parles des relations sexuelles, mais de pas revoir les autres personnes après, tandis que, bon, il y a d'autres couples que ça va être différent. Fait que le couple ouvert, c'est un peu différent pour chaque couple, mais on en entend beaucoup parler ces temps-ci. Puis le couple ouvert, c'est là qu'on peut voir apparaître aussi plusieurs règles, comme tu dis, comme, OK, après 500 mètres, c'est correct. Tu sais, qu'il y a, chaque couple ou chaque relation ont leurs règles ou ont leur manière de le vivre. Oui, qui leur appartient. Je pense que c'est ça qui est important aussi, tu sais, quand on parle de la non-monogamie, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, soit c'est trop compliqué ou bien soit c'est trop facile ou tu peux coucher avec tout le monde », mais l'important de comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de communication qui est nécessaire dans ce type de relation-là pour distinguer c'est quoi les limites qu'on met, parce que quand on parle de la monogamie normative, tu sais, la monogamie qu'on a partout dans la société, ben ça, on dirait les limites puis les règles sont déjà faites par la société. Fait que t'as même pas besoin nécessairement d'en jaser puis tout. Tandis que quand on sort de la monogamie pour aller dans la non-monogamie, ben là, faut aller parler, faut aller discuter avec le ou les partenaires de c'est quoi les limites relationnelles qu'on a. C'est quoi qui est oui, c'est quoi qui est non dans la relation. Puis c'est important de comprendre qu'au fil du temps, ça peut changer aussi. Fait qu'il faut garder ces conversations-là ouvertes. C'est des conversations qui peuvent être difficiles aussi, mais il faut comprendre que ces discussions-là devraient peut-être avoir place dans tous les couples, même les couples monogames, là, je pense. Là. C'est juste à savoir c'est quoi les limites, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est... Oui, puis j'imagine que ça doit être difficile pour les gens qui adoptent des relations en fait qui sont non monogames, d'avoir des références, d'avoir des gens à qui se confier par rapport à, par exemple, OK, je fais quoi moi dans cette situation-là, dans cette relation-là, parce qu'on est tellement dans une société monogame, c'est facile, comme tu dis, il y a une ligne tracée. Quand on est monogame, OK, il y a embrassé une fille dans un bar ou elle a embrassé un gars dans un bar, c'est clair, ça se fait pas, tu sais. Mais quand tu es dans la non-monogamie éthique, t'as pas beaucoup de personnes à qui te confier, ou à la limite, tu te confies à quelqu'un qui comprend pas nécessairement c'est quoi la non-monogamie, puis qui va avoir des jugements par rapport à ce que tu vis. J'imagine que ça crée des enjeux par rapport à ça. Ça crée clairement des enjeux, puis je pense que il existe des groupes de discussion en ligne ou il y a des groupes Facebook aussi de personnes non monogames. Fait que je sais qu'il y a des gens qui se réfèrent vers là pour comme se créer une petite communauté. Puis sinon, des fois, on peut aussi en parler avec des gens qui sont monogames, puis ça veut pas nécessairement dire qu'ils vont être fermés d'esprit par rapport à ces réalités-là. Tu sais, des fois, moi, il y a des gens dans mon entourage qui sont monogames, mais par choix, tu sais, non pas par normativité. Fait que, tu sais, c'est des questions qui se sont posées, puis qui se sont dit, finalement, tu sais, nous, comme couple, la monogamie, ça nous convient plus, mais c'est des personnes avec qui on peut avoir des discussions par rapport à ça, parce qu'ils ont l'ouverture d'y avoir réfléchi et tout, tu sais. Fait que je pense que
c'est pas toutes les personnes monogames, je pense, qui sont fermées à ces idées-là. Puis on veut pas créer non plus le genre de... Ah, ben, il n'y a pas de clivage. Non, on veut pas faire de clivage, de dire que c'est correct, ça l'est pas. C'est qu'il y a vraiment un équilibre. Il y a des gens super ouverts d'esprit. Il y a des gens... 100%. Je pense que l'important, c'est de se poser la question, tu sais, admettons, moi, en tant que personne, c'est quoi qui me convient le plus comme type de relation? Puis dans mes relations, ben c'est quoi qui convient le plus comme type de limite? Fait que je pense que, tu sais, l'important, c'est juste de s'ajuster au fur et à mesure des relations qu'on a, puis au fur et à mesure de qu'est-ce qu'on apprend de nous-mêmes aussi. Puis c'est correct, tu sais, du jour au lendemain, d'avoir des limites différentes et tout, là. Puis je pense que l'important, c'est juste de garder une communication ouverte par rapport à tout ça. La communication doit être très centrale dans ce genre de... la communication doit être très importante pour justement que ça fonctionne bien. Ben, en général, oui. Puis surtout, tu sais, dans juste une relation avec une personne, la communication, ça devrait déjà être importante. Mais là, si c'est une relation avec plusieurs personnes, ça demande quand même beaucoup de communication, je pense. OK. J'aimerais ça savoir par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Il y a souvent la pensée ou quelque chose qui peut être préoccupant pour les gens, c'est la santé sexuelle. Est-ce qu'il y a des moyens c'est quoi la place de la santé sexuelle? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire les risques de transmission d'MTS ou c'est vraiment une bonne question parce que souvent, tu sais, moi, j'en entends parler que les gens monogames, ça peut être dangereux au niveau de la santé sexuelle ou des trucs comme ça. Là. C'est du monde qui vont pogner des ITSS ou des affaires comme ça. Puis pas nécessairement. Je pense que... Je pense que tu as dit personne monogame, mais est-ce que... Non monogame. Non monogame. Oui, excuse-moi. OK, c'est bon. Je voulais juste clarifier. Remets-moi à l'ordre. C'est ça, tu sais, on entend dire des fois que les personnes non monogames, ils sont plus à risque d'avoir des infections transmissibles sexuellement ou des trucs comme ça. Je pense que l'important, en fait, c'est plus pas tant le nombre de partenaires et tout, là, qui met à risque plus que la manière dont tu fais les choses. Je pense qu'il y a des manières de faire pour essayer d'éviter le risque de propagation. Puis c'est la même affaire aussi, tu sais, pour les couples qui sont monogames, en fait, là. C'est, tu sais, moi, je recommande aux gens, peu importe dans quel type de couple ils sont, d'aller se faire dépister aux 3 à 4 mois s'ils sont actifs sexuellement. C'est pas très compliqué. Puis ça prévient beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Premièrement, tu sais. Deuxièmement, si on est surtout dans des couples non monogames ou dans des unions non monogames avec plusieurs personnes, c'est de regarder un peu, c'est quoi l'utilisation du condom qu'on va faire, c'est quoi l'utilisation des barrières protectrices qu'on va faire, avec qui on va les faire, ces utilisations-là, puis d'ouvrir les conversations avec les autres personnes, à savoir, c'est quand la dernière fois que tu as eu un test de dépistage, c'est quoi les formes de protection que tu utilises avec tes autres partenaires pour qu'on soit tous au courant de c'est quoi les risques en ce moment, pour qu'on puisse ensemble réfléchir après à c'est quoi, qu'est-ce qu'on met en place pour nous protéger. Fait que, tu sais, on parle beaucoup de la protection avec condom, etc., mais il y a les digues dentaires aussi qui sont possibles. Mais sinon, c'est possible aussi d'avoir une sexualité qui n'implique pas nécessairement le contact entre les organes génitaux, là, mais bref, ça, c'est plus compliqué. C'est un autre sujet. Mais, tu sais, je pense que l'important, en fait, c'est plus d'établir des limites par rapport à ça. T'sais, on peut, admettons, avoir un partenaire avec lequel on n'a pas vraiment de protection, mais on a de la protection avec tous les autres partenaires autour. T'sais, l'important, je pense, c'est juste de pas y aller sans protection avec tout le monde. Là. Je pense que... oui. C'est au clair. Niveau des TSS, je pense que... C'est pas l'idéal. Là, c'est pas l'idéal. Oui. Puis sinon aussi, il y a des médicaments comme la PrEP puis la PPE qui sont des médicaments pré-expositoires ou post-expositoires pour prévenir le VIH-Sida qui sont disponibles. Fait que pour les personnes... Ça, c'est à l'hôpital, CLSC? C'est possible là, à la pharmacie. À la pharmacie, OK. D'avoir accès à ces médicaments-là et tout avec le pharmacien. C'est possible aussi d'en parler avec le médecin. On n'en parle pas beaucoup de ces médicaments-là, mais pour les gens qui ont plusieurs relations sexuelles ou qui peuvent avoir des relations sexuelles à risque, ça peut vraiment être un outil super pertinent. Parfait. C'est vraiment intéressant. Je pense que c'est important pour tout le monde, justement, même des gens monogames versus la non-monogamie, c'est toujours important de se soucier de sa santé sexuelle. Oui, je pense aussi. J'ai une question qui est vraiment pas dans les questions que j'avais envie d'aborder, mais qui m'est venue en tête en parlant. Je me demande, est-ce qu'une personne qui est non-monogame ou une personne qui est polyamoureuse peut entretenir de manière éthique une relation avec une personne qui est monogame? Ah, c'est vraiment une bonne question. Ouais. Puis je pense que la réponse, c'est oui. Okay. Parce que je pense qu'une personne monogame peut décider, elle, de ne pas entrer en relation avec d'autres personnes, mais peut décider d'être en couple avec une personne qui entre en relation avec une autre personne. OK. Puis ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir? Oui, on peut en voir, c'est sûr. T'sais, est-ce que ça existe? Ça existe. Je pense que c'est peut-être moins courant que des unions où est-ce que
tous les partenaires sont monogames ou tous les partenaires sont non monogames, mais définitivement, ça existe, là. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que c'est pas toujours les personnes n'ont pas toujours envie d'avoir des relations ou d'ouvrir ou d'avoir des relations sexuelles amoureuses avec d'autres personnes, mais qui tombent en amour quand même avec une personne qui est polyamoureuse ou qui est dans un couple ouvert, peu importe. Sinon, je me demandais, est-ce que dans la non-monogamie éthique, est-ce que la jalousie a sa place? Est-ce que la jalousie existe, premièrement, ou est-ce qu'elle n'existe pas? Comment on gère ça? Ben, la jalousie existe, là. Je pense que la jalousie existe partout, tu sais, je veux dire, même dans des relations amicales. Puis, faut pas se dire que les personnes non monogames ne sont pas jalouses. Tu sais, souvent, les personnes non monogames vont entendre « Ah, ben moi, je pourrais pas être dans ce genre de relation-là, je serais ben trop jaloux. » Ben, dans la non-monogamie, tu peux vivre de la jalousie. L'important, en fait, c'est qu'est-ce que tu fais après avec cette jalousie-là. Tu sais, la jalousie, c'est pas en tant que tel négatif comme émotion. C'est négatif si tu en fais une émotion négative. Tu sais, je veux dire, la jalousie, c'est négatif si ça fait que tu pètes une coche après, tu sais. C'est plus la réaction ou comment tu le fais vivre à l'autre personne, le problème. T'sais. Oui, c'est comment tu le vis qui peut être positif ou négatif, en fait. T'sais. Puis avec la jalousie, ben ça vaut la peine de se poser la question, OK, pourquoi est-ce que je ressens ça? Puis souvent, la jalousie, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas répondu. C'est quoi mon besoin qui n'est pas répondu en ce moment qui fait que je me sens comme ça? Est-ce que c'est parce que je me sens insécure dans ma relation? Est-ce que c'est parce que j'aimerais ça que mon partenaire passe plus de temps avec moi? Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener à la jalousie. Fait que l'important, c'est juste de se poser la question de d'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que je peux répondre à ce besoin-là? Puis comment est-ce que je peux gérer ma jalousie aussi pour pas que ça soit négatif sur tout le monde? T'sais, comment est-ce que je peux prendre soin de moi pour être capable d'être bienveillante avec cette émotion-là? OK, fait que c'est pas exclu de ressentir la jalousie. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que, tu sais, où est-ce qu'on fait où est-ce qu'on peut savoir finalement, OK, est-ce que je suis une personne trop jalouse finalement pour adopter ce mode de vie-là ou ce mode relationnel-là? Ou, tu sais, quand est-ce qu'on peut faire la part des choses entre c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi finalement? Ben, c'est vraiment une bonne question, tu sais, puis je pense qu'il n'y a pas de réponse parfaite pour cette question-là. Je pense que c'est une réflexion à avoir avec soi-même, puis d'essayer aussi peut-être des fois. Tu sais, des fois, on se dit « Ah, c'est pas pour moi » ou « Ah, je le sais pas », parce que des fois, tu sais, juste y penser, c'est difficile de comprendre et tout. Mais tu sais, je pense que définitivement, tu sais, si la communication puis la confrontation, c'est des choses avec lesquelles on a de la difficulté, peut-être que c'est pas une bonne idée d'aller vers la non-monogamie tout de suite, là. Je pense que c'est important, tu sais, d'avoir quand même certaines compétences au niveau de la communication, de la connaissance de soi puis de la bienveillance, tu sais, avant de se mettre dans ce type de relation-là, parce que, ben, ça va juste rendre les choses beaucoup plus faciles d'avoir des outils de communication, là. Fait que définitivement, tu sais, puis je pense que c'est beaucoup de travail aussi, tu sais, de travail sur soi-même puis de travail avec les autres. Fait que, tu sais, si on n'a pas le temps à mettre dans des relations. Ben, je pense que le temps, c'est important, puis l'espace mental aussi, tu sais, je pense que, tu sais, une relation, des fois, ça peut déjà être beaucoup d'espace mental, mais là, tu sais, il faut imaginer plusieurs relations, puis même si c'est pas des relations qui sont des relations à long terme ou des relations où est-ce que, tu sais, il y a un attachement intense et tout, mais ça reste qu'il faut quand même mettre de l'énergie dans ces relations-là pour aller regarder, tu sais, c'est quoi les limites de la relation. Définir un peu c'est quoi la relation. Aussi, c'est quoi la relation et tout, parce que, tu sais, les relations dans la vie, c'est pas juste on est amis ou on est amoureux, tu sais, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont entre les deux aussi. Fait que, surtout dans la non-monogamie, là, je pense. Fait que je pense que c'est important, tu sais, de garder l'esprit ouvert puis d'avoir des bons outils de communication. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas tant la jalousie qui fait que tu devrais pas être non-monogame plus que tes outils de communication ou bien ton ouverture. OK, c'est parfait. Ben, à l'inverse de la jalousie, quand on parle de non-monogamie ou polyamour, couple ouvert, on entend beaucoup parler de compersion. Est-ce que tu pourrais nous définir c'est quoi? Parce que beaucoup de gens ne connaissent même pas le terme. Fait qu'est-ce que c'est que la compersion? La compersion, c'est un terme qu'on entend beaucoup parler quand on parle de non-monogamie. La compersion, c'est un peu comme le bien-être ou le bonheur
de voir que son ou ses partenaires sont bien avec d'autres personnes. Fait que c'est comme le bonheur de voir une relation OK. qui n'est pas la nôtre nécessairement. Est-ce que la compersion s'applique seulement dans avoir du bonheur dans une autre relation? Ça pourrait être, je pourrais avoir de la compersion pour toi qui vis un événement vraiment le fun en ce moment dans un show de musique à Québec. T'sais, je pourrais-tu ressentir de la compersion? C'est vraiment une bonne question. C'est-tu le même phénomène, si on veut? Ben, dans la définition de qu'est-ce qu'est la compersion, je te dirais que non, c'est pas la même chose. Okay. Mais si on parle du phénomène, puis tout, ben peut-être. En gros, la compersion, selon moi, c'est juste d'être content pour quelqu'un d'autre. Qui vit quoi de le fun. Ben, c'est un peu ça, c'est okay. d'être content pour quelqu'un d'autre qui vit quelque chose de positif puis de le fun. Fait que, selon moi, quand on utilise le mot compersion, c'est parce que ça s'applique dans le cadre de des relations et tout, mais à mon avis, on pourrait l'appliquer dans plein d'autres trucs. La compersion, c'est juste, admettons, ben, je suis content que mon partenaire ait eu une belle date avec telle personne. Admettons, c'est ça. Mais ça pourrait être appliqué à « je suis content que mon partenaire soit allé à un show tout seul puis ait du fun ». Mais c'est un peu le même... C'est pas le même... Au final, c'est pas la même chose, mais c'est peut-être le même sentiment. Mais j'ai l'impression que oui, c'est le sentiment d'éprouver du bonheur pour quelque chose, pour quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'est pas nécessairement avec nous, là, c'est comme... Pour quelqu'un que t'aimes, qui vit de quoi vraiment le fun, même si t'es pas là, t'sais. Ouais, c'est un certain partage de bonheur, en fait, là, je pense. Ben, c'est drôle, parce que c'est vrai que, mettons que je suis en couple avec quelqu'un, puis que cette personne-là va à une soirée avec un de ses amis ou une de ses amies, puis que la personne passe une super belle soirée, je vais éprouver de la joie vraiment que cette personne-là, parce que c'est un... Tu sais, souvent, c'est parce que c'est un ami, une amie, mais dans un contexte amoureux, on dirait que pour les gens, c'est plus difficile peut-être d'être heureux ou d'être content pour la personne qui vit une date, par exemple. Mais en amitié, ça va, tu sais. Fait que des fois, je généralise, c'est pas toujours comme ça, mais c'est vrai que des fois, il y a une nuance par rapport à la relation. Oui, absolument. Au fait que ce soit amoureux ou amical, tu sais, par exemple. Selon toi, est-ce que le contexte de vie dans lequel on vit, dans lequel on est adapté aux personnes qui adoptent des relations non monogames? Ben, plus ou moins, en fait, parce que les personnes non monogames qui voudraient fonder une famille, par exemple, on pourrait parler, tu sais, admettons, il y a une triade amoureuse où il y a juste un polycule. Un polycule, c'est un groupe de personnes qui ont des relations non monogames. Dans un polycule, c'est pas nécessairement tout le monde qui va sortir avec tout le monde. C'est plus l'étoile puis la constellation des gens qui ont des relations ensemble. C'est comme un portrait, finalement. C'est un portrait. Des relations, comment elles interviennent ensemble. Oui, exact. C'est quoi les liens? Pas tout le monde qui sort ensemble, mais c'est juste les liens qui unissent qui, tu sais, avec qui. Ben, il y a des polycules qui voudraient avoir un enfant, par exemple, mais au niveau légal, c'est un petit peu plus complexe. Parce qu'on reconnaît seulement 2 parents, puis les 2 parents qu'on reconnaît, c'est les parents biologiques. Ce qui fait que si on est dans un polycule, par exemple, avec 4 personnes, disons qu'il y a un polycule de 4 personnes qui habitent ensemble, puis qui voudraient avoir un enfant tous les 4 ensemble, puis qui sont prêts vraiment, tout le monde, à s'investir, ils ont eu des discussions avec ça, etc., ben, au niveau légal, ça va seulement être les 2 parents biologiques qui vont être reconnus, ce qui veut dire que dans tout ce qui est visite chez le médecin, dans tout ce qui est les trucs plus légaux, etc., institutionnels, ben, les 2 autres parents qui ne sont pas dans la procréation, ils n'auront aucun poids légal, dans le fond. Ce qui fait qu'après ça, ben, si jamais le polycule se sépare, ben, c'est juste les parents biologiques qui ont la garde de l'enfant. Malgré, tu sais, admettons, là, le polycule était 10 ans ensemble. Là. Les 10 premières années de l'enfant se sont faites avec les 4. Puis les 4 sont vraiment considérés comme 4 parents pour l'enfant. Mais s'il y a une séparation au niveau légal, après, il n'y a pas de protection pour l'enfant qui est mis en place. Fait que ça, c'est comme un exemple de pourquoi est-ce que notre société est plus ou moins adaptée pour ce genre de relation-là. Puis pour un enfant, c'est pas plus positif ou plus négatif d'avoir des parents qui sont dans ce genre de relation-là. Tu sais, si le milieu est sain, qu'il y ait 2, 4, 6 parents, le milieu est sain quand même. Absolument. Puis même au niveau administratif, je me demande, au niveau... tu sais, on reconnaît souvent juste un conjoint de fait. Quand tu habites avec quelqu'un, depuis quoi, je sais pas la règle, là, mais c'est après 1 an, 3 ans, tu es reconnu conjoint de fait avec une personne avec qui tu habites, mais tu peux pas avoir 2 conjoints de fait de reconnus, j'imagine. Tu peux pas avoir 2 conjoints de fait de reconnus, puis tu sais, ça, admettons qu'il y a une personne qui habite avec 2 conjoints. Fait qu'admettons, tu sais, ils sont 3 conjoints ensemble dans une demeure. Ben premièrement, tu sais, s'il y a une des
3 personnes qui meurent, il y a juste une personne qui peut être reconnue. C'est ça. C'est comme son conjoint pour le testament. Pour les assurances au travail, il y a juste une personne qui est reconnue comme le conjoint aussi pour le conjoint de fait. Fait qu'au niveau légal, c'est très peu adapté. C'est là. pas adapté. Puis c'est des réalités qu'on voit de plus en plus. Là, des Absolument. gens qui ont des relations, Oui, absolument. des troubles. Puis, oui. il y a même des regroupements au Québec là, qui ont fait des demandes là, au niveau légal là, pour apporter le gouvernement à remettre en question certaines politiques. Là. Dans les dernières années, ça s'est fait. Là. OK. Fait qu'on comprend qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire par rapport à ces réalités-là au niveau de la vie, comment elle est adaptée, surtout les règles administratives et tout. C'est pas oui, fait un petit encore peu quand pour même. ça. OK. Quand même pas mal. OK. Est-ce que les personnes non monogames, les personnes polyamoureuses, quoi que ce soit, est-ce qu'il y a des préjugés beaucoup par la société? Quel genre de préjugés? À quoi ils font face, finalement, comme préjugés en 2024, 2025? On entend beaucoup de préjugés. On entend beaucoup de préjugés comme quoi c'est dévergondé, c'est vulgaire. Beaucoup de préjugés par rapport à la sexualité, surtout. Comme quoi, toutes ces personnes-là, pourquoi ils optent pour ce style de relation-là, c'est vraiment pour la sexualité. Tandis que ça peut être le cas pour certaines personnes. Puis c'est correct, là. Je veux dire, les gens ils ont le droit d'avoir une vie sexuelle comme ils veulent si tout le monde est consentant dans ça. Là. Je vois pas c'est quoi le problème. Puis d'un autre côté, il y a plusieurs personnes qui vont opter pour ce type de relation-là parce que au niveau émotionnel, elles sont en amour avec plusieurs personnes ou elles veulent bâtir des relations avec plusieurs personnes, puis c'est correct aussi. On entend aussi que c'est du monde qui sont pas branchés, qui se décident pas. Ça, c'est vrai qu'on entend. Qui sont pas sérieux. C'est du monde qui savent pas ce qu'ils veulent. On entend beaucoup, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de préjugés qu'on entend par rapport à la bisexualité. C'est des préjugés qu'on va entendre par rapport à la non-monogamie. Okay. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de préjugés communs entre ces deux les personnes bisexuelles, pansexuelles, comme le fait d'être pas branché, le fait de... Ouais, c'est vraiment... Il y a beaucoup de préjugés là, qui vont s'entrecouper entre ces deux identités-là, j'ai l'impression. OK. Je me demandais, Léo, est-ce que la non-monogamie, c'est un phénomène nouveau? Est-ce que, parce qu'on a l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne depuis longtemps, nos parents, nos grands-parents ont été monogames, mariés, est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce que l'être humain a adopté la non-monogamie dans l'histoire, tu sais? Ça n'a pas toujours été comme ça, puis même à ça dépend des cultures. Tu sais, dans notre culture occidentale, ici, au Québec, c'est comme ça en ce moment, puis ça a été comme ça et tout. Mais si tu regardes d'autres cultures en ce moment dans le monde, il y a d'autres cultures où est-ce que ça n'a jamais été la monogamie là, qui a été la norme. Puis si on retourne dans le passé, c'est sûr là, qu'il y a des moments où est-ce que c'était plus la non-monogamie qui faisait place et tout. Fait que tu sais, on a l'impression que ça a toujours été ça parce que c'est ça maintenant. Mais ça n'a pas toujours été juste ça. OK. Puis est-ce que ça nous vient beaucoup du mariage, de la religion ici, là, au Québec, par exemple, le fait d'être monogame dans un couple, tu sais, il y a eu beaucoup de pression par rapport à la religion d'avoir des enfants, de se marier et tout. Est-ce que, selon toi, ça a eu un impact sur les réalités d'aujourd'hui? Définitivement, ça a un impact, là. OK. Définitivement. OK. Oui. OK. Écoute, moi, j'aimerais peut-être ça, en terminant, peut-être que tu me fasses un genre de résumé de ce que tu aurais à dire qui est important que la population ou que les gens qui écoutent le balado retiennent sur la non-monogamie éthique, pas la non-éthique, OK? Parce que là, c'est pas celle qu'on veut mettre de l'avant nécessairement, mais mettons que tu aurais 3 règles à donner sur une manière d'être non-monogame éthique. Ouais. La communication, d'être ouvert à la communication puis de savoir bien communiquer sans être violent. Je vous conseille d'aller regarder les principes de la communication non violente, ce qui est super bien pour communiquer de manière saine. Premièrement, il y a ça, de la bonne communication, une bonne connaissance de soi aussi, puis d'être capable aussi de se parler à soi-même puis de se connaître soi-même. Je pense que c'est super important aussi. Puis je pense que c'est important aussi le pouvoir d'adaptation, tu sais, d'être capable de s'adapter aux différentes réalités puis d'être capable de s'adapter aux changements. Tu sais, ça, je pense que c'est quand même 3 bonnes forces à avoir, là. OK. En tout cas, Léo, merci. On a vraiment fait un beau tour. C'était vraiment, vraiment intéressant. J'espère que ça a pu aider les gens à avoir une idée plus claire de qu'est-ce que la non-monogamie éthique. Donc, merci de ta présence. Merci à toi. Bye. Bye.
Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.